s'il suffisait d'une goutte d'eau? Dans toutes les régions du monde, des femmes, des hommes se mobilisent pour que l'humanité résiste à la pénurie d'eau qui la menace. Chacun à leur échelle, ils innovent pour garder espoir, pour permettre à chacun de cultiver sa terre, pour lutter contre les migrations climatiques. Ils éveillent nos consciences et se battent pour les nouvelles générations. Ils nous montrent que tout est encore possible. Et s'il suffisait d'une goutte d'eau pour modifier le cours de l'histoire? Et s'il était temps de suivre les éclaireurs? Au nord de l'Europe, un jeune homme autodidacte est l'un des pionniers mondiaux de la culture en eau saline. Une solution innovante pour lutter contre la dégradation des sols menacés par l'agriculture intensive et le manque de pluie. J'ai grandi en Afrique. Gamin, je passais mon temps dehors. Donc j'ai pu observer le changement climatique avant la plupart des gens. Nous devons utiliser les ressources qui sont à portée de main. Maintenant, même l'ouest de l'Écosse est rongé par la sécheresse. Les agriculteurs sont en difficulté et commencent à se rendre compte que ces 2 ou 3 années de sécheresse ne sont pas un événement unique, mais s'installent dans la durée. Ça a été le déclic pour moi. La plupart des gens, même moi, ignoraient qu'on pouvait cultiver avec du sel. Mais en réalité, l'eau de mer et le sel sont porteurs de vie. Non seulement ça préserve les écosystèmes, mais ça peut les nourrir. On sait maintenant que l'eau de mer fait pousser les meilleures cultures au monde d'un point de vue nutritionnel. Je suis Yannick Nieberg, fondateur et directeur de Seawater Solutions. J'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 4 ans. Je passais mes examens de fin d'études de droit. Je n'avais aucune expérience en ingénierie environnementale, en biologie ou en chimie. J'ai vu une vidéo sur YouTube sur une équipe d'universitaires américains qui, en Érythrée, dans les années 90, avait inondé le désert d'eau de mer. En l'espace d'1 an, l'herbe avait poussé. C'était très inspirant. Ça m'a vraiment parlé. J'avais vu la désertification et les problèmes de l'érosion quand je vivais en Afrique. Je tenais la solution miracle. Yannick s'est formé sur le terrain. En 2018, il fonde son entreprise et s'attaque, dans la campagne de Glasgow, à la transformation des sols. Avec 12 employés, il a réussi à convertir 7000 mètres carrés de friches côtières, impropres à la culture, en 50 000 mètres carrés de terrain agricole. Sa technique est peu coûteuse. Elle consiste à pomper de l'eau de mer avec de l'énergie propre pour inonder des portions de terre qui deviennent des marais salants, où les terres se régénèrent naturellement, sans aucun fertilisant chimique ni pesticide, grâce seulement aux nutriments organiques marins. Regarde, ici il y a de l'algue partout. C'est un fertilisant naturel. Elle est amenée par la marée et elle se dépose ici. Ensuite, avec le temps, elle se décompose. C'est très nutritif. Autrefois, les agriculteurs venaient ici avec leur cheval et leur charrette. Ils utilisaient l'algue comme fertilisant pour leurs champs de pommes de terre
ou leurs champs d'orge. C'est hautement nutritif et tout ce que la mer dépose, on y a accès gratuitement. Très bien. Les fleurs poussent bien. Tu veux goûter? Mange les pétales, pas la tige. Ça me fait penser à un fruit que j'ai déjà goûté. Ouais, on peut en mettre dans le gin. On peut même en extraire de l'huile. Il s'agit en grande partie d'assainir les terres. 6 mois après avoir introduit ces écosystèmes, on a réellement pu améliorer la santé des sols, la matière organique. Salut, c'est notre première ferme au Royaume-Uni. C'est notre premier jour en 2019. Je suis content de partager avec vous notre mission environnementale. Sur les terres dégradées dans la province de l'Ayrshire, sur notre site pilote, dans le sud, on a fait croître la matière organique de 2% à 8%. Et maintenant, les agriculteurs produisent de bien meilleures cultures. Le point positif de cette approche, c'est que c'est une solution très peu contraignante. Si un agriculteur veut reprendre la culture de pommes de terre après 1 an de marais salants, il peut le faire. Et très vite, il en verra les bénéfices. Il aura des sols en meilleure santé, la matière organique va augmenter et il aura plus de biodiversité. On ne cherche pas seulement des solutions sur le long terme. On cherche aussi à soutenir les agriculteurs dans leur activité. Devant ces résultats, les récompenses pleuvent. Après 1 an d'activité, il reçoit une douzaine de prix, dont celui en 2019 du meilleur jeune innovateur de l'année et le prix de l'environnement, décerné par le Parlement écossais. Une reconnaissance qui donne du poids aux jeunes entrepreneurs pour convaincre les paysans écossais des vertus de son innovation. Graham est l'un des premiers agriculteurs à l'avoir compris. Quand j'ai rencontré Yannick pour la première fois, nous avons décidé de commencer avec les zones qui devaient d'abord être régénérées. Aujourd'hui, les cultures se sont tellement dégradées qu'il est vraiment temps de les analyser et surtout de s'attacher à comprendre leurs valeurs nutritionnelles. Il faut vraiment arrêter de cultiver juste pour cultiver. Yannick et moi, nous travaillons à étudier les terres qui n'ont jamais été exploitées. Ce sont des terres marécageuses. Nous cherchons à savoir s'il est possible de rendre ces terres viables. Viables financièrement, en cultivant des produits qu'on pourrait vendre. Là, on a 2 types de terres très différentes. On a une terre plus sableuse, plus friable, qui vient de là-bas. Et cette terre, qui est très dense, très riche. Ces plantes n'accumulent pas beaucoup de matière organique. Elles meurent et dérivent au bout d'un moment. C'est super beau à voir. En hiver, ça apportera de la matière organique. Mais clairement pas aussi vite que les plantes plus grasses qu'on a à l'intérieur des terres. Dans la ferme de Graham, Yannick et ses équipes analysent les terres avant de les enrichir naturellement, en transformant l'étang en marais salants. Bien, portons-les à l'intérieur. Après toi. Merci. Dans les serres, ils travaillent ensemble à la germination de nouvelles plantes. Ils étudient en ce moment les qualités d'une espèce de roseau compatible avec l'eau salée, dont les possibilités d'exploitation sont multiples. En réalité, c'est très dense.
Ça doit peser 100 grammes. Chacun renferme un quart de million de graines. Et ils sont prolifiques, c'est fantastique. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Si j'en extrais 10, j'aurais assez pour faire un t-shirt. Ça peut faire office de polymère, de bioplastique, Ok. de matière textile. C'est même comestible. Avant, les roseaux servaient à créer des matériaux de construction. Maintenant, on leur trouve un nouvel usage, en fabriquant du textile, des habits, et sans utiliser d'eau douce. Les plantes qu'on fait pousser, comme l'astère maritime, sont riches en huile et peuvent donc produire des carburants biologiques. On peut en tirer des produits cosmétiques ou même des compléments alimentaires véganes, riches en oméga 3. La diversité des types de produits que l'on peut extraire ou transformer de ces plantes est énorme. Et ce n'est que la partie émergée de ce qu'on pense savoir sur les marais salants, les marécages et ce qu'ils ont à nous offrir. La plante la plus populaire que l'on fait pousser, c'est la salicorne, ou perce-pierre, ou fenouil de mer. Elle porte plusieurs noms. C'est une plante fascinante car elle est délicieuse. On peut la consommer sous diverses formes et elle absorbe le dioxyde de carbone. C'est un dépollueur biologique de l'eau et de l'air. Nous avons construit plus de 18 fermes dans le monde. Du Bangladesh au Vietnam, du Ghana à l'Écosse. À ce jour, nous avons fait pousser 25 à 30 espèces différentes dans ces régions. Des espèces locales ou non. On n'a rien inventé. On a regardé ce qui s'était fait, on a fait nos recherches et on a compris que la nature, c'était le meilleur des ingénieurs. Ce qu'on a accompli, c'est inimaginable. On joue un tout petit rôle dans cet objectif, dans cette aventure plus large, qui est de voir l'eau comme une ressource et un outil pour affronter tous les problèmes liés au climat. Sur les contreforts de l'Himalaya, un ingénieur visionnaire se dresse contre la pénurie d'eau qui frappe sa région natale. Je suis Sonam Wangchuk. Je vis dans les vallées montagneuses du Ladakh. Nous construisons des glaciers artificiels pour permettre aux paysans locaux de cultiver leurs terres sans avoir à migrer. L'eau, c'est la vie, surtout au Ladakh. Je suis né dans ce tout petit village du Ladakh en 1966. C'était un tout petit patelin de 5 familles à l'époque. Il n'y avait pas d'école et en fait, c'était plutôt bien. Vous savez, les bébés apprennent tout seuls. Moi, par exemple, j'ai appris beaucoup avec ma mère, mais aussi avec les agriculteurs, les animaux, la montagne, la nature en général. Donc j'ai eu une enfance assez merveilleuse, quoique assez défavorisée sur le plan économique. Alors dans cette situation, ça m'a poussé à toujours essayer de trouver des solutions sans argent. Bien plus tard, à l'âge de 17 ou 18 ans, je ne savais pas vraiment quoi faire comme étude, ou comme métier d'ailleurs. Alors un de mes oncles m'a suggéré l'ingénierie mécanique comme une voie professionnelle possible pour moi. Un an plus tard, j'étais en école d'ingénieur. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mais c'est au contact des réalités de mon pays que je suis passé à l'action. La dure réalité du Ladakh,
les hivers éprouvants, la pénurie d'eau, tous ces défis qui ont pris de l'ampleur aujourd'hui. Parce que les glaciers qui alimentent nos cours d'eau ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et les variations climatiques sont vraiment de plus en plus imprévisibles. Par exemple, cet hiver, il n'a presque pas neigé. Dans la province du Ladakh, les glaciers sont la principale ressource d'eau. Mais dans ce désert minéral, surnommé le Petit Tibet, le réchauffement climatique accélère leur disparition. La fonte des glaces ne permet plus d'alimenter suffisamment l'agriculture dans la vallée. Alors parfois, les paysans sont obligés de quitter leurs terres, comme ici, à Kulum. Il y a bien longtemps, on produisait jusqu'à 80 sacs d'orge sur ces terres. Et en 2010, lorsque nous avons semé sur ces champs, rien n'a poussé. Ça fait maintenant 10 ans que c'est comme ça. Plus rien ne pousse. J'ai entendu parler de Kulum il y a seulement 2 ans. Et j'étais choqué de voir que ce petit village avait été abandonné principalement à cause de la pénurie d'eau. La fonte du glacier ne suffisait plus à remplir les étangs où ils puisaient l'eau pour cultiver. Il n'y avait tout simplement plus assez d'eau pour tout le monde. Ça, c'est notre vieille maison de famille. Vous êtes né dans cette maison? Ouais. Tout allait bien avant. Nous avions tout ce qu'il faut. Il y avait des quantités de fourrage. Il y avait encore des habitants quand vous êtes partis? On était la dernière famille. Sans eau, nous ne pouvions plus rien faire. Nous mettons un point d'honneur à ce que les villageois ne deviennent pas des réfugiés climatiques, qu'ils soient aidés pour rester sur leur terre. Pour sauver les paysans de son pays, Sonam a imaginé utiliser le climat hivernal du Ladakh. Il a créé de gigantesques réservoirs d'eau glacée. Ces majestueuses sculptures de glace sont érigées entre 3200 et 4300 mètres d'altitude. Elles peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de haut et stocker jusqu'à 9 millions de litres d'eau. Dans la vallée, ces édifices sont fabriqués par les habitants eux-mêmes. Sonam leur a transmis sa technique pour les concevoir. Il leur a donné un nom qui leur est familier. Alors quand nous avons vu que la solution ressemblait à une pile de glace conique, ça nous a fait penser aux stupas, qui sont des monuments religieux chez nous. Les gens y sont très attachés ici, et ils sont blancs. On les a donc appelés stupas de glace. C'est une très belle réserve d'eau. Il est immense cette année. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème là-haut, hein. C'est du très bon travail. Vous l'avez construit comme il fallait. Et le tuyau, il ne gèle pas, même s'il est dehors? Non, il gèle rarement. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Si le débit est bon, ça ne gèle pas. Si on place un tuyau en amont de la rivière jusqu'en aval, vers un champ qui a besoin d'eau, avec la force de gravité, l'eau dans le tuyau est poussée à retourner à son niveau de départ. Cela crée de la pression. La pression fait jaillir l'eau dans l'air.
En hiver, cette terre est à moins 20 degrés. Elle gèle et elle prend naturellement la forme d'un cône. Et enfin, quand l'eau fond au printemps, on la récupère et on la stocke dans un réservoir. On arrose les arbres et ça permet aussi, évidemment, de cultiver des terres où rien ne poussait avant. Les habitants sont contents des stupas, non? Ah oui. Et on pense qu'on aura suffisamment d'eau cette année. C'est génial. Félicitations. Tous les habitants du village se demandent sans cesse s'il y aura assez d'eau au printemps. Et quand nous parvenons à ériger un stupa de glace, ce sont des millions de litres d'eau gelée en hiver qui seront disponibles pour plus tard. Nous ne sommes qu'au commencement de l'aventure stupa. Et l'idée, c'est de les multiplier. Ah, celui-là, il n'est pas très haut. Est-ce que ça a bien gelé? Oui, ça a gelé. Nous l'avons un peu élargi à la base. Oui, je vois ça. Ça ne gèle pas beaucoup, l'air se réchauffe. Mais plutôt que d'essayer de le faire plus haut, pourquoi ne pas en faire un autre? Cette année, on n'a pas réussi à le faire assez haut parce qu'on a commencé trop tard. Bon, considérons que c'est déjà pas mal. L'année prochaine, vous essayerez de faire mieux. C'est un bon début. On fera mieux l'an prochain. L'année prochaine, on essaiera d'atteindre une plus grande taille. Nous vous remercions du fond du cœur pour vos idées et vos conseils. Nous tous, les habitants d'Alchi, nous travaillerons ensemble afin de mener à bien ce projet. Le Ladakh est à la frontière du changement climatique. On l'affronte avant tout le monde. Très vite, ça touchera le reste de la population ici. C'est pourquoi nous devons agir au plus vite. À côté de son engagement auprès des agriculteurs de son pays, Sonam veut éveiller les consciences pour affronter les défis à venir. Il a aussi l'ambition de transmettre à la jeunesse du Ladakh ses compétences et sa philosophie pour l'aider à s'adapter à la nouvelle donne climatique. Il a créé la SECMOL, une école alternative où il dispense l'enseignement d'innovation technologique compatible avec le développement durable. Un centre d'études où l'on apprend à maîtriser l'énergie solaire, l'agriculture raisonnée, à préserver l'eau. Alors vous savez, parmi les innovations pour combattre les pénuries d'eau, il y a le stupa de glace. Cette innovation a vu le jour dans notre école, ici même. Le premier stupa du Ladakh a été construit par des étudiants. L'eau est un élément difficile à recueillir et à stocker. Si on remplit un bassin aujourd'hui, s'il est suffisamment grand, il peut durer 15 ou 20 jours. Après, l'eau va s'évaporer. Alors comment va-t-on stocker l'eau? Comment va-t-on la stocker? En la transformant en glace. La glace, elle, ne s'évapore pas. Et si on a besoin d'eau et qu'on trouve un moyen de la stocker, alors on innove. Sur le plan éducatif, le Ladakh a toujours été très défavorisé. Les manuels scolaires sont inadaptés à la vie dans les montagnes. Ils s'adressent aux terres continentales ou tropicales. Ici, on vit dans un climat presque polaire. Supposons que ce côté fasse 5 cm et que celui-ci fasse 10 cm. À votre avis, quelle est la superficie du rectangle? 50. C'est ça, 50 cm².
Nous avons lancé cette école pour offrir aux enfants une éducation adaptée à l'environnement dans lequel ils sont nés. Leur donner les clés pour mieux vivre, les équiper, leur offrir des solutions. Allons-y les enfants. Qui a participé à la construction de ce stupa? Levez vos mains. Très bien. Vous avez tous participé. Très bien. Tout d'abord, comme j'étais absent quelques jours, expliquez-moi ce que vous avez fait. D'abord, on a creusé un peu. Où ça? Sur les côtés. Pourquoi? Pour ériger la structure. Ensuite, on a attaché les bâtons avec des fils de fer. Pourquoi, à votre avis, notre stupa est différent de ceux des villageois? Parce qu'on utilise du bois épineux, non? Les arbustes et les filets sont utilisés partout. C'est parce qu'on se sert d'une pompe pour utiliser l'eau de la rivière qui est en bas. Oui, effectivement. Normalement, on n'utilise aucune pompe pour les stupas, vous le savez bien. Mais là, nous expérimentons notre pompe à énergie solaire. C'est un essai. Car si nous arrivons aussi à pomper l'eau des rivières en aval pour en faire des stupas, alors au printemps, nous aurons 2 fois plus d'eau. Nous tentons d'abord l'expérience ici, et si ça marche, nous en parlerons aux villageois après. Je crois que certaines de ces inventions peuvent avoir un effet direct. Cela peut changer l'état d'esprit des jeunes. Les dissuader de penser « nous ne pouvons rien faire »,« nous ferions mieux de partir dans les grandes villes du pays ». Au contraire, leur montrer que les défis peuvent être relevés. Qu'ils se disent « moi aussi je peux le faire ». Car si chaque personne prend soin de son propre territoire, le monde se portera mieux. Nous n'avons pas besoin de trouver une solution mondiale. En guise de travaux pratiques, Sonam emmène quelques-uns de ses élèves aider les villageois de Kulum. Depuis quelques semaines, ils se sont lancés dans la fabrication d'un stupa pour tenter de sauver leurs terres abandonnées à cause de la pénurie d'eau. Bonjour. Voici quelques-uns de nos étudiants qui se sont portés volontaires. Et voici l'équipe technique des stupas de glace. Et quelques habitants volontaires de Kulum qui sont aussi ici. Donc tous ensemble, nous allons grimper vers le stupa en chantier pour essayer de l'agrandir. Notre objectif, c'est de faire revivre ce village. Alors merci à tous, merci à toute l'équipe. La fabrication des stupas de glace repose sur des solutions simples, disponibles localement. C'est pourquoi nous considérons qu'il est important que les gens participent à la construction, qu'ils le fassent eux-mêmes. Et donc, nous utilisons tout ce qui est disponible dans le village et nous les aidons à résoudre une partie du problème. Ce stupa est un peu trop fin, un peu trop haut. Donc nous allons augmenter sa circonférence, le rendre plus large. De cette façon, vous collecterez plus d'eau. Et on aura plus de pression. Oui, absolument. Plantez-les comme ça, ici. Et creusez comme ça. 6 mois plus tard, au Ladakh, c'est le printemps. Le moment où les stupas en fonte fertilisent les terres de la vallée. Les plaines arides du Ladakh reprennent vie.
Grâce aux stupas de glace, le paysage va se transformer. Là où il n'y avait pas de végétation avant, vous pouvez commencer à voir des pâturages. Ce que j'espère dans l'avenir, c'est que les gens du monde entier perçoivent les stupas de glace non pas comme une solution, mais comme un symbole, comme un signal de détresse, un SOS, de ce qui se passe dans les parties extrêmes de notre planète, et qu'ils soient suffisamment touchés pour changer leur comportement. Faire ces petites corrections dans les montagnes durera peut-être 10 ou 20 ans, mais au final, nous deviendrons quand même des réfugiés climatiques. Donc la solution n'est pas dans les montagnes du Ladakh. Elle se trouve à Paris, à Londres et à New York ou à New Delhi, où les modes de vie des gens sont devenus nocifs pour la planète. C'est pourquoi je dis toujours, s'il vous plaît, vivez simplement dans les grandes villes du monde, pour que nous puissions dans les montagnes simplement vivre. Le prix du meilleur stupa est attribué cette année au village d'Igou. Il remporte 5 800 €. Vous le savez, c'est très compliqué de stocker autant d'eau. Nous avons rendu l'impossible possible. Alors nous allons faire passer ce message au monde entier. S'il vous plaît, vivez simplement. S'il vous plaît, vivez simplement. À 8000 km, en Afrique du Nord, un agronome français se bat contre la sécheresse. Il préserve les cultures sous les climats les plus secs de la planète. Son invention est à la portée des plus petits cultivateurs menacés par la disparition des pluies. Mon nom est Philippe Okidi-Djourno. Je suis l'inventeur de la technologie Polyterre qui permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau, 30% de fertilisants, voire plus, mais surtout de pouvoir cultiver sous tout type de sol, tout climat, dans le monde entier. J'étais passionné depuis le début, si je puis dire, par les plantes, par les végétaux, par l'agriculture. J'ai fait mes études en agronomie, en physiologie végétale, en horticulture. Et quand j'étais tout jeune, vers 6 ans, il y a une chose qui me traumatisait, c'est de savoir que même si je plantais un arbre à 6 ans, je ne le verrais pas grand et magnifique pendant la durée de ma vie. Je ne pouvais pas l'accepter. Et j'ai commencé à me rendre compte que le savoir que j'avais emmagasiné avec les études m'avait permis de comprendre encore mieux le comportement des plantes, des végétaux. Et je me suis vraiment dit, il faut absolument que je mette en œuvre quelque chose qui fait pousser plus vite les arbres. Son invention, ce sont ces petits granulés organiques, à 95% naturels et entièrement biodégradables, baptisés Polyterre. Leurs propriétés nutritives exceptionnelles favorisent la croissance des plantes, même avec quelques gouttes d'eau. Aujourd'hui, plus de 30 pays frappés par le réchauffement climatique et la sécheresse l'utilisent déjà. Comme le Maroc, l'une des nations les plus menacées au monde. Dans la plaine de Marrakech, une exploitation d'une 50aine d'hectares élève difficilement oliviers et citronniers sur des sols asséchés. Selma, la propriétaire, teste depuis 2 saisons l'invention de Philippe. On a planté il y a à peu près 2 ans et demi. Très bien. Il y a 3400 arbres qui ont été plantés. On les a accompagnés d'environ
100 grammes de polyterre à peu près. C'est la dose. Voilà, oui, c'est la bonne dose. Oui, d'accord. Oui. Et là, on a des résultats, mais alors spectaculaires. Regardez le nombre de fruits qu'il y a dans cet arbre. Ah oui, mais attendez, ça c'est des arbres qui ont minimum 6 ans. 6 ans, oui. 6 ans, et ils ont 2 ans et demi, et ils sont remplis de citrons. On a des arbres qui sont bien structurés. C'est ça, exactement, les troncs sont magnifiques. Des beaux troncs, une belle envergure. C'est top, c'est top. Ah ouais, moi je vois celui-là, là, Regardez celui-là. Ah ouais. Pour des arbres comme ça, la production, à 6 ans, c'est à peu près 30 kilos. Que là, à 2 ans et demi, on est à 100 kilos. Oui. Donc ça veut dire que comme la structure du tronc et la masse végétale est d'importance, eh ben, lorsqu'on va arriver à 4-6 ans, on va être à peu près 150-200 kilos. Il me manque énormément d'eau pour accompagner les cultures. J'ai 3 puits actuellement sur la propriété. Un qui ne fonctionne plus, un qui donne 1h30 d'eau, et l'autre qui nous donne à peu près 8 heures d'eau avant d'avoir une période de repos et de pouvoir redonner de l'eau, mais qui est quand même à 130 mètres, alors qu'au départ, il était à 30 mètres. Donc on a chaque 3-4 ans dû creuser, parce qu'on voit que l'eau manque. Et mes arbres souffrent de ce manque d'eau. Donc le polyterre, en fait, a permis d'équilibrer ces cultures. Donc ces arbres qui devraient théoriquement être arrosés tous les jours ne sont arrosés qu'1 jour sur 2. Et en dépit de cela, on a une croissance qui est absolument exceptionnelle sur ces arbres. Ce sont des arbres qui ont aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, une taille quasi égale à celle qu'ils auraient eue en 5 ans, bien arrosés et sans polyterre. Voilà le polyterre, sous forme sèche. Le granulé sec, au contact de l'eau, va gonfler. Et au moment où c'est gonflé, les racines vont pénétrer à l'intérieur et s'associer réellement avec le polyterre. Donc il y a réellement une sorte de symbiose qui se crée. La technologie polyterre est un hydrorétenteur, mais aussi un hydroactivateur fertilisant. Ça reste de l'eau solide. Mais il y a les éléments nutritifs à l'intérieur, en quantité, et la masse racinaire augmente de 5 fois par rapport à une plante qui n'a pas reçu du polyterre. Grâce à ça, on a la possibilité, même dans des endroits où il y a très peu d'eau, de pouvoir faire des grandes cultures et une gamme de végétaux beaucoup plus large que possible. Les apports en eau sont juste à disposition de la plante et il n'y a aucune pratiquement de perte qui se fait dans le sol. Philippe n'a jamais livré la formule magique de son accélérateur de croissance végétale. Il ne veut pas que son invention tombe aux mains de l'agro-industrie et de l'agriculture intensive. L'agronome a un idéal. Évidemment que plus je vais vendre de polyterre, plus je vais gagner d'argent, mais ce n'est pas mes intérêts, parce que la sécurité alimentaire, je dirais même l'indépendance alimentaire, c'est maintenant. Le dérèglement climatique, on le vit maintenant. Et le but, c'est de fédérer des chercheurs, des agronomes, des gens de bonne volonté, des investisseurs, pour créer réellement un nouveau pan de développement. Parce qu'il est urgent qu'on fasse une agriculture raisonnable, raisonnée et pérenne. Dans l'Atlas, au centre du Maroc, les pluies de plus en plus rares, mais aussi le gaspillage des ressources, ont créé une pénurie d'eau chronique. Une région où Philippe met son invention au service de l'urgence climatique. Avec son distributeur marocain, Saber, il vient visiter le gérant d'un grand domaine agricole, Amine. Il s'est lancé, malgré les sols rocailleux, dans la culture d'arbres fruitiers. Ça fait plaisir, je ne savais pas. Ah ben, vous voyez, ça fait plaisir. On va regarder un petit peu tout ça, mais déjà, rien qu'on arrive, c'est extraordinaire. Là, nous sommes dans le domaine Zeyna. C'est un domaine qui fait 300 hectares. Il se trouve dans la région de Khnifra.
Et c'est une région qui est assez peuplée, donc il y a beaucoup de gens, il y a très peu de travail. Nous, dans le domaine agricole, lorsqu'on se dirige vers un endroit, un des facteurs qu'on cherche, c'est de trouver de l'eau. Donc, le recours à des systèmes d'économie d'eau est indispensable et obligatoire dans ce domaine. Dans cette région au climat semi-aride, Amine est parvenu à faire sortir de terre en 2 ans oliviers, amandiers, caroubiers ou grenadiers au prix d'une lutte incessante contre la sécheresse. Une station climatique, des forages, des gouttes à gouttes équipent la ferme. Mais c'est sur la vigne que le polyterre a été testé avec des résultats prometteurs. Donc là, c'est une plantation de vigne de table. C'est ça. On a mis en place. Il y a 1 an, c'est ça? Il y a à peu près 1 an. D'accord. Et là, on a mis le polyterre après la plantation. C'est ça, là, c'est par carottage. Par carottage. Et la pénurie d'eau, c'est de combien? Elle est de 85%. 85%? Oui, 85%. En fait, c'est des survivants, quoi. Oui. Et là, avec cette pénurie, oui, j'ai quand même eu ma première production. D'accord. Oui, j'ai déjà vendu la production. C'est vrai? Oui, on a commencé. Waouh! La première production, je l'ai eue à 11 mois. Donc c'est là. Voilà, on voit. Donc, vous voyez les nodules? C'est ça. Donc on les a placés. Donc on voit que la plante elle commence à réagir. Toute cette pousse que nous avons ici, c'est après la mise en place du polyterre. Normalement, c'est après la 2e année qu'on a la première récolte. Cette année, j'ai eu la première récolte 11 mois après la plantation. Donc c'était vraiment très très bien. Donc j'ai décidé, avec l'équipe technique d'encadrement avec moi, on a discuté lentement de ça et on a décidé de généraliser ça sur toutes les cultures. D'ailleurs, le problème que j'ai sur la vigne, je vais l'avoir sur les autres cultures, car la pénurie de l'eau, elle est là. Jusque-là, Amine a pu faire face à la sécheresse grâce à une vingtaine de réservoirs d'eau qui lui ont permis de lancer sa plantation. Mais la situation devient préoccupante. Aujourd'hui, même en creusant à plus de 200 mètres de profondeur, l'eau devient de plus en plus difficile à trouver. Vous voyez le débit, ouais. Le débit, il va arrêter un moment, puis il va reprendre. Donc là, on est en train de gérer la pénurie. Vous voyez là, le débit, il diminue. Ouais. Il va presque arrêter, puis il va reprendre. C'est par à-coup. C'est par à-coup. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de pression. Et les panneaux solaires, c'est pour la pompe? Oui. Le pompage. Ici, toute la ferme, elle est équipée en solaire. Le pompage, la mise en pression, tout est en solaire. Donc on a des techniciens, on a des gens. Et Dieu merci, ça fait 1 année qu'on travaille. Ça marche à merveille. C'est ça, il y a complémentarité. Oui, oui. Je suis convaincu que lorsque vous serez en optimisation, vous serez positionné comme ferme modèle. Et d'ailleurs, je suis très suivi par les gens de l'administration ici, le gouverneur. Il essaie vraiment de m'aider. Il dit qu'on doit mettre une vitrine dans la région pour attirer les investisseurs dans la région, pour les gens qui sont là, les pousser à l'avant, leur montrer qu'ils peuvent faire des choses. Donc là, même j'ai l'appui de l'administration, j'ai tout l'appui. Il y a un enjeu socio-économique très important. On va mettre en place une structure qui va permettre le travail à plusieurs familles. Là, on fait vivre au moins 40 familles et qui va permettre de garder les gens sur place. Lorsqu'on s'est installé dans la zone, il n'y avait pas de possibilité de travail. Donc les jeunes et les familles, soit qu'ils migrent vers la grande ville, soit qu'ils pensent à l'Europe. Hier, on m'a parlé d'un village dans la région de Bnimlel. Dans un seul village, il y avait 18 jeunes qui sont morts dans les bateaux de... 18 morts, 18 jeunes, dans un seul village. En ce moment, dans le monde, dans certains pays,
Les gens connaissent le dérèglement climatique. Ça cause d'énormes ravages. Donc préserver l'eau, c'est très important. Babacar, en fait, c'est un vrai personnage. Parce que bon, il était dans l'armée sénégalaise, après il s'est mis rapidement en retraite pour développer des cultures dans des zones qui étaient considérées comme impossibles, c'est-à-dire que c'était une montagne de roches de fer. Il a la même volonté et la même utopie que moi, c'est de démontrer que on peut créer de la richesse, même si vous pensez au départ qu'on ne peut plus rien faire. Et il partage avec les jeunes, avec les enfants, avec les communautés. Quand même, les enfants, c'est eux les porte-voix de l'avenir. Les enfants ne seront pas conscients de ce qui les attend pour l'avenir. Et que moi, qui est si conscient de cela, je suis en train de faire comprendre aux enfants et de les responsabiliser. Nous allons maintenant vous faire découvrir, vous expliquer et puis vous montrer comment planter en situation de manque d'eau. Comment planter des arbres ou des légumineuses comme le poivron, le piment, ou la tomate, les oignons verts ou tout autre végétal à planter. Et puis aussi planter de sorte à économiser un maximum d'eau. Après, on prend la racine, tu vois? Donc en fait, ça, on peut l'utiliser sans eau et ça peut résister 2 ou 3 jours sans arrosage. Combien de temps tu crois que ça peut résister sans arrosage? Jusqu'à 15 jours même. Normalement, après 15 jours, la plante ne mourra pas. Elle survivra même 15 jours sans arrosage. Ah, d'accord. Dans plusieurs villages au Sénégal, les responsables, les chefs de village et tout ça disaient depuis qu'il y a le polyterre, les jeunes reviennent au village. Parce que c'est plus ingrat de faire de l'agriculture. C'est rentable. Ils font vraiment de l'argent. Le piment, ça gagne beaucoup d'argent. La pastèque, ça gagne beaucoup d'argent. Donc, réellement, ils deviennent des entrepreneurs. C'est pas des agriculteurs sans le sou. Et ça, c'est génial. Et grâce aux technologies qui permettent de manger à sa faim, de produire, de créer de la richesse, on leur apporte la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Et pour moi, c'est crucial. Donc si je peux permettre de créer ces nouvelles portes pour l'avenir et le bel avenir de l'Afrique, eh ben, je suis le plus heureux des hommes et j'ai fait mon travail. La sauvegarde de l'eau, de notre agriculture, dépend de nous. Aucune idée, aucune initiative ne changera le monde à elle seule. Aucun problème ne sera surmonté par la force d'un seul individu. Mais les vagues qu'inspireront nos éclaireurs peuvent tout renverser. Et s'il suffisait d'une goutte d'eau ?